Bien, bonsoir à toutes et tous, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs, bienvenue. Un grand merci au Collège Belgique pour cette troisième conférence du cycle Justice en vérité. Vous savez que c'est un partenariat entre le barreau de Bruxelles et le Collège Belgique et qui vise à donner des conférences, à organiser des conférences en rapport avec la justice et destinées à un grand public cultivé. Je vous remercie de votre présence nombreuse qui indique que le sujet est d'un intérêt évident. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. Ce sont des paroles extraites de la chanson d'Anne Sylvestre que Maître Augustin Daoust m'a permis de découvrir, que je remercie d'ailleurs d'avoir organisé cette belle conférence, membre du Conseil de l'Ordre, cheville ouvrière de ce cycle Justice en vérité pour notre barreau. Et ces paroles évoquent l'art de juger avec bienveillance et une certaine tendresse. Elles rappellent que l'étape du doute, et le doute est sans doute un signe d'intelligence dans la recherche d'une solution, est un gage de qualité du processus. Le métier de juger est littéralement fascinant et votre présence nombreuse l'atteste. Alors je vous ferai un petit aveu. Quand on a dû choisir les thèmes du cycle de conférences 2023 Justice en vérité, je me suis souvenu d'un livre qui m'avait marqué quand j'étais étudiant en droit, du professeur Van Gerven, et qui s'appelait Het beleid van de rechter, traduit en français par la politique du juge. Professeur Van Gerven, pour ceux qui ne l'ont pas connu, était professeur en droit des obligations à la KUL, était membre d'ailleurs de cette académie, et il a écrit ce livre qui avait suscité, en 1973, il a écrit ce livre qui avait suscité des réticences et de l'enthousiasme. Ce n'était évidemment pas les mêmes, et qui était un livre extrêmement intéressant. Il existe dans une version française. Il n'est pas évident à trouver, mais je vous le conseille si le sujet vous intéresse. C'est un livre qui m'avait marqué et qui, des décennies plus tard, m'a donné envie d'organiser une conférence sur ce thème qu'on a intitulé « Le métier de juger », qui est peut-être plus neutre, plus global, et qui me tenait donc particulièrement à cœur. Alors, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui un panel, le panel que nous avons réuni pour débattre de ce sujet. Je présenterai les différents intervenants à tour de rôle en fonction de leur intervention. Et notre première intervenante ce soir est Madame Monique Levesque. Bien évidemment, l'exercice de style qui est le mien ce soir m'impose de vous énumérer l'ensemble de ses mérites, de ses qualités et de ses titres. Mais j'ai tout d'abord l'envie de vous présenter Madame Levesque comme une véritable femme de justice et un magistrat de terrain. Pour acquérir ces qualités ultimes, il me plaît de vous rappeler que Madame Levesque a été avocate pendant près de 20 ans. C'est un bon début. Elle nous expliquera peut-être que ces années barreau ont forgé sa vision actuelle du métier de magistrat. Juge au tribunal de première instance de Charleroi, conseiller à la cour d'appel de Mons ensuite, Madame Monique Levesque est actuellement présidente du tribunal de première instance du Hainaut. Elle chapeaute ainsi un tribunal composé de 3 divisions, Charleroi, Mons et Tournai. Si bon nombre de managers professionnels chargés de gérer des équipes aussi grandes se plaindraient d'avoir une charge de travail bien supérieure à ce qui est acceptable, Monique Levesque, elle, continue en outre de tenir elle-même une audience par semaine, les audiences d'introduction, si je me trompe, souhaitant ainsi garder un contact constant avec la réalité du terrain. Madame Levesque, nous avons souhaité vous inviter ce soir afin d'entendre votre conception du métier de juger et de nous éclairer sur toute la dimension managériale imposée aux magistrats chefs de corps qui n'ont pas obligatoirement été formés pour exercer ce rôle. Je vous cède immédiatement la parole. Ce sera plus... Comme je ne suis pas très grande, je vous verrai comme ça. Et je pourrais mettre mes lunettes. Voilà, tout d'abord, merci au barreau de Bruxelles de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous.
Je suis un magistrat de province et je le revendique. J'aime beaucoup le Hainaut, j'aime beaucoup sa population, qui est une des populations, c'est la population la plus pauvre de Belgique. Nous avons l'arrondissement le plus pauvre de Belgique, et donc nous avons une population qui n'est pas toujours facile à gérer parce qu'elle ne comprend pas toujours dans quel contexte nous travaillons. Et donc, c'est une des choses qui m'a poussée, je dois dire, à postuler la place de chef de corps. J'aime bien ma province, j'aime bien les gens qui y vivent, même si parfois nous avons des difficultés à gérer les audiences, mais je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à apporter. On dit que la justice est comme la liberté et qu'il faut en être privé pour y songer et mesurer son prix. Et c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent, parce que être juge, c'est apporter une part de liberté. L'intérêt de la fonction, c'est quoi? Outre le plaisir qui est sans cesse renouvelé de chercher la bonne règle de droit applicable à une situation de fait, une situation qui n'est pas toujours facile à comprendre, parce que quand vous êtes juge, on vous apporte des explications, des dossiers, des papiers, et chacun présente la situation à sa manière, en fonction de son intérêt, et c'est normal. Nous sommes là pour essayer de trouver comment les choses se sont passées et quelle est la règle de droit à y appliquer. On est amené par nos fonctions à pénétrer dans la vie des autres et à s'intéresser à de multiples facettes. Diversité des fonctions, parce que juge, c'est quoi? Vous avez le juge de paix, le juge de police, le juge au tribunal de l'entreprise, qui est particulièrement à Bruxelles amené à gérer de très gros dossiers, à être confronté à de très grosses sociétés, le juge au tribunal du travail, qui fait un travail tout à fait différent, le juge de la famille et de la jeunesse, et je vous en parlerai puisque ça fait l'actualité à Bruxelles et c'est un problème dans tous les tribunaux, le juge d'instruction. Ça m'a amené, j'ai été juge d'instruction, à descendre dans une cave où vivait sur la terre battue une famille avec 3 enfants. Je savais que la pauvreté existait, mais bon, je viens d'une famille un peu bourgeoise, j'ai fait mes études dans une école bon chic, bon genre, et puis je suis allée à l'université, et j'ai été confrontée à des choses, à des situations que je ne pouvais même pas imaginer. Elles existaient, je savais qu'elles existaient, mais quand vous pénétrez dans un endroit où vous voyez des petits-enfants courir avec leur linge, pas habillés, vivant sur la terre battue, vous vous dites c'est pas possible, on est en Belgique, on est dans un pays riche, il l'était en tout cas, il l'est encore un peu, et comment est-ce possible que ça puisse se passer? Vous êtes amené aussi, j'ai fait de la construction, j'ai été juge, j'ai fait l'audience de responsabilité médicale, et donc j'ai appris par petits morceaux ce qu'était le métier de médecin, dans quel cadre une infirmière pouvait intervenir, qu'est-ce qu'elle devait faire, qu'est-ce qu'elle ne devait pas faire. En fait, voilà, c'est ça notre métier. Notre métier, c'est pénétrer dans la vie des autres et essayer de trouver des solutions à des conflits. Des conflits entre particuliers, des conflits entre des particuliers et l'État, toute une série de conflits. Et c'est une des choses les plus difficiles du métier de juge, c'est d'être tout le temps confronté à une forme d'agressivité. Je vois, j'ai certainement des collègues qui sont là et qui opinent. Et nous sommes, nous, très agressifs. Parce que quand vous condamnez quelqu'un à 10 ans de prison, ou quand vous mettez quelqu'un sous mandat d'arrêt, vous faites preuve de violence. Vous faites preuve de violence à leur égard. C'est une violence légitime, parce qu'elle est légitimée par la société, mais c'est une violence quand même. Et prononcer une peine de 10 ans, même pour des faits graves, c'est toujours très difficile. Et le jour où un juge n'est plus capable de se dire que c'est difficile, il doit changer de métier ou de section. Alors, vous pouvez être juge de premier degré, c'est ce que je suis actuellement. Moi, j'appelle ça le juge de première ligne. Le champ des possibles est ouvert. Il n'y a pas encore de décision qui a été prise. Vous avez toutes les possibilités, en fonction de ce qu'on plaide, pour prendre votre décision. Et alors, une chose qui m'a marquée dans le métier de magistrat, je regarde l'heure pour ne pas être trop longue, c'est le fait que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a peu de dossiers où la décision est évidente, toute noire ou toute blanche. Dans la plupart des dossiers,
il y a des zones grises, des zones d'ombre dans lesquelles nous pouvons nous introduire pour essayer d'être justes. Alors la justice, c'est toujours quelque chose de très subjectif. C'est la manière dont moi je vois la justice. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut retenir. On fait du droit, on essaye d'être juste dans les limites que le droit nous offre et dans les limites ouvertes par les possibilités qui sont plaidées devant nous aussi. Puisque en matière civile, je le rappelle souvent, nous ne pouvons pas nous saisir de tout le dossier et y appliquer notre décision sans tenir compte de ce qui a été plaidé, des arguments qui ont été développés devant nous. Par contre, en matière pénale, et c'est pour ça que j'aime bien faire du pénal, là, nous avons le champ des possibles ouvert, nous avons un fait, nous avons la loi, nous avons ce qui a été plaidé, mais nous pouvons nous-mêmes soulever des arguments qui n'ont pas été soulevés. Bien sûr, on invite les parties à s'expliquer. Alors, ça, c'est une brève petite chose, parce que je pense que pas contradicteurs, mes collègues, après vont vous parler du métier de juge de manière peut-être plus philosophique. Moi, je vous ai donné vraiment mon ressenti de juge de terrain. Alors, quel est le rôle du chef de corps? Qu'est-ce que c'est un chef de corps? En fait, le chef de corps est chargé au sein de son comité de direction, qui fonctionne à l'unanimité, de la gestion rationnelle des ressources humaines au sein de son tribunal et d'assurer une répartition équitable de la charge de travail dans le respect de l'indépendance du juge. C'est très important, les juges sont indépendants, en vue de permettre à la juridiction d'assurer sa mission. Quelle est notre mission? Parce que ça, c'est important. Instruire et juger dans le respect de la loi les dossiers de notre compétence qui nous sont soumis. Le juge, en première instance, comme partout d'ailleurs, nous ne pouvons pas nous saisir d'un dossier comme ça parce qu'on trouve qu'il y a une affaire intéressante qui est là. On ne peut juger les dossiers que parce qu'ils nous sont soumis. Sous les contraintes, qui sont des contraintes importantes pour moi, de la rapidité, de l'efficience et de l'indépendance des juges. C'est une contrainte pour le président du tribunal. Et de la limite, et qui est une limite très importante, de la soutenabilité d'une charge de travail que cela implique dans le chef de chacun de ces juges, dont le bien-être au travail doit être respecté. Voilà donc les maîtres mots: indépendance, rapidité et efficience, et soutenabilité de la charge de travail. Je dois vous dire que j'ai beaucoup réfléchi à cela parce que contrairement à ce que certains pourraient penser, Bruxelles n'est pas le tribunal qui a le plus gros input, comme on dit en management, donc le plus grand nombre d'entrées, mais c'est le Hainaut. Nous avons par an 4000 dossiers de plus que le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a jugé. Alors, c'est un mélange, parce qu'il y a des dossiers plus lourds peut-être à Bruxelles, on a peut-être une population plus difficile, on a beaucoup de dossiers à la jeunesse, enfin, tout ça doit faire l'objet, bien sûr, d'un affinement. Mais enfin, il y a 4000 dossiers de plus par an qui rentrent dans le Hainaut, et nous avons été 78 juges pour gérer ce qui, à Bruxelles, est géré par en moyenne 110 juges. Ça fonctionne par moments différemment. Enfin, on sait que tout ça est très variable, il y a des gens qui prennent leur retraite, etc. Mais donc, on a beaucoup dû réfléchir à l'organisation. Vous ne savez pas, avec 78 juges, maintenant ça va mieux, on est 87, juger de la même manière que si vous êtes le double. Alors, qu'avons-nous fait? Mais tout d'abord, on a été très, très, très strict au niveau de l'organisation des audiences. Et quand on vous dit que, monsieur le bâtonnier vous dit que je préside la chambre d'introduction civile, c'est parce que je veux suivre mes entrées et la gestion de mes chambres le plus près possible. Je viens, par exemple, cette semaine de suspendre une audience. Il y a moins de dossiers civils qui rentrent dans les juridictions. Ça vaut dans tous les tribunaux de Belgique. Mais s'il y a moins de dossiers civils qui rentrent, il faut moins d'audiences civiles. Bon, alors, il faut ouvrir des audiences au tribunal de la famille. Voilà une des grosses difficultés comme chef de corps que nous rencontrons. Comment allons-nous affecter les magistrats qui sont nommés? Vous savez comme moi qu'on a tous des appétences pour des matières. Alors, quelqu'un qui est nommé avec un profil de pénaliste n'est pas nécessairement
prêt à aller siéger en matière familiale. La même chose d'un juge qui aime la famille, il n'aura pas nécessairement envie d'être affecté à l'instruction. Donc un des gros problèmes et une des premières choses que doit faire un chef de corps, c'est connaître les compétences des uns et des autres, voir quelle est l'appétence des uns et des autres et essayer de pouvoir, avec un peu de persuasion, permettre qu'on se forme dans des matières qu'on ne connaît pas. Je suis parvenue, et je suis très fière, à ce qu'une civiliste devienne fiscaliste contre son gré au départ, mais je lui ai un peu allégé sa charge de travail pour lui permettre de se former, parce qu'il y a ça aussi. Vous ne savez pas vous former si vous continuez à tourner au rythme auquel on tourne dans toutes les juridictions de première instance, et donc on doit trouver des modèles d'adaptation. Alors, j'ai dû tenir compte de quoi aussi? Du lieu de résidence de mes juges. Il y a peu de candidats qui sont originaires du Hainaut. Plus de la moitié des juges du tribunal résident en dehors de la province. J'ai des Liégeois. Je ne peux pas demander aux Liégeois d'aller siéger à Tournai. Il faut être raisonnable, ou alors ils vont prendre la fuite. Et donc ça, c'est un des gros problèmes d'organisation. Donc on doit organiser comme un manager, en tenant compte du fait que ce n'est pas nous qui recrutons. On ne recrute pas les magistrats. On donne un avis, mais c'est le CSJ. On ne recrute pas le personnel nous-mêmes. En général, quand le personnel est nommé, il y en a un autre qui est parti tant les procédures sont longues. Nous ne maîtrisons pas les systèmes informatiques. On ne maîtrise pas les bâtiments. Bon. Le palais de justice de Bruxelles est bien connu, mais le palais de justice de Mons n'est pas en meilleur état. Pour l'instant, je n'ai plus de centrale téléphonique. Et ce n'est pas moi qui ai la maîtrise de l'organisation. Alors, c'est comme si vous deviez gérer une entreprise où on est, en fait, j'ai fait le compte, on est 400, avec les femmes de ménage, le personnel d'entretien, etc., sans avoir aucune manette que vous pouvez prendre personnellement. Alors, voilà, on le sait. Hein. En matière d'instruction, on se plaint parfois des instructions, mais les juges d'instruction, parfois, envoient 4 appels au service de police et n'obtiennent pas qu'on fasse les devoirs qu'ils demandent. J'ai vu des dossiers qui avaient été communiqués au parquet pour que le procureur du roi trace ses réquisitions et qu'il revienne avec un réquisitoire de non-lieu parce qu'il n'y a pas de service de police qui est prêt à travailler sur le dossier. Donc tout ça, ce sont des choses qui nous impactent de manière très importante. Nous devons tenir compte aussi de la pyramide des âges. Dans le tribunal, j'ai beaucoup de jeunes, de très jeunes, et de moins en moins de magistrats expérimentés. Et donc, il faut tenir compte du fait que le fait de décider, ça s'apprend. Tout le monde n'a pas ça en soi. Il y a des gens qui décident facilement, il y a des gens qui doutent beaucoup. L'idéal, c'est d'un équilibre entre le doute et le pouvoir de décision. Parce que si vous doutez trop longtemps, vous n'avancez jamais. Et donc, vous vous encombrez. Et je pense, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je dis souvent que les motivations très longues sont souvent liées à un problème de décision. C'est une manière de se persuader soi-même. Alors, j'essaye de mettre mes jeunes juges avec des magistrats qui sont plus anciens, qui ont de l'expérience et qui ont de la bouteille et qui décident plus vite, pour les former à décider et à ne plus avoir trop d'états d'âme. Nous devons tous avoir des états d'âme, mais il faut qu'on puisse aussi avancer. J'ai connu une jeune juge qui me téléphonait après avoir prononcé son jugement et l'avoir signé pour me demander si elle ne s'était pas trompée. Mais je lui ai dit, même si tu t'es trompée, c'est trop tard. Alors passe au suivant. Mais bon, voilà, on a tous connu ça dans notre carrière. Alors, que faut-il faire? Monitorer régulièrement les audiences. Entretenir de très bons rapports avec le barreau. On est parvenu dans le tribunal à gérer le tribunal de la famille et de la jeunesse, où on a un input énorme, un nombre de dossiers annuels énorme, grâce à de très bons rapports avec le barreau, notamment le barreau de Mons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du barreau de Mons qui est là, mais en tout cas, s'il y en a un, je les remercie. On a créé avec eux une synergie et on a créé des audiences pour essayer de faire donc une audience d'introduction générale, qui est très lourde. Il y a 60 dossiers, 70 dossiers par semaine. C'est une audience garde-triage, comme je dis. Et puis, on a créé une audience d'urgence. Et on peut être fixé dans les 15 jours. Donc, à cette audience d'introduction, on peut fixer dans les 15 jours. Ce qui permet
d'éviter cette agressivité qui monte, parce que si les gens savent que dans 15 jours, ils pourront voir un juge, alors les choses se passent beaucoup mieux. Le barreau a organisé ce qu'on appelle les marques, donc un service de médiation. Comme il n'y a qu'une audience d'introduction, il y a un membre du barreau qui s'occupe des médiations qui est à côté de l'audience. Et on envoie directement les gens en médiation pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver un accord, ne fût-ce que provisoire. Ça fonctionne, je le dis moi-même, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les juges de Mons qui me l'ont proposé. Ça fonctionne remarquablement. Et ça nous permet de fixer actuellement en janvier ou février les dossiers à plaider. Et donc maintenant, bien sûr, parfois les dossiers sont fixés plus loin parce que les avocats demandent parfois des délais beaucoup plus longs. Mais ça vous permet... Ça m'a frappé parce que j'ai lu ce matin ou hier soir dans la Libre Belgique un article sur un procès actuel contre l'État lié au fait que le tribunal de la famille de Bruxelles est engorgé. Mais je pense qu'il faudra réfléchir à des choses de ce type-là. On ne peut plus travailler comme on travaille maintenant. Alors il faut qu'on trouve un équilibre entre efficience et écoute. Parce que les gens attendent de nous, à la famille, énormément de temps, de l'écoute. Si vous laissez un couple parler, parfois vous pouvez le laisser parler pendant une audience complète. Et au bout de l'audience, ils n'auront pas encore dit tout ce qu'ils avaient à vous dire. On ne peut plus se permettre ça. On ne peut plus se permettre ça. On ne peut pas laisser les dossiers s'accumuler dans des délais extrêmement longs. Voilà, ce sont des choses toutes simples mais efficaces. En matière pénale, on a organisé des audiences au finish dans des gros dossiers, en accord avec le barreau, parce que la plupart, les plus gros dossiers du tribunal sont à Charleroi et la cour d'appel est à Mons. Donc les avocats pénalistes, ils vont en priorité à Mons. Donc j'ai organisé les audiences l'après-midi, comme ça ils vont le matin à la cour et l'après-midi ils sont chez nous. Et parfois, on siège jusqu'à 9h du soir, avec leur accord. Parce qu'eux préfèrent que le dossier soit pris, qu'il soit fini. Je dis toujours qu'un dossier plaidé, c'est un dossier payé. J'ai été avocat, donc ça me reste. Mais c'est important. Et donc, ça a permis qu'en fait, à ce stade, nous n'avons plus d'arriérés en matière pénale. Il y a bien un dossier de pénal financier ou de pénal fiscal très compliqué qui traîne quelque part, j'en doute pas. Mais globalement, on n'a pas d'arriérés. Au civil, on fixe actuellement en février. Donc si vous introduisez une demande maintenant, on fixe en février. C'est moi qui me bats l'audience d'introduction avec les avocats qui trouvent que mes délais sont trop courts. Surtout les avocats de Bruxelles qui n'ont pas l'habitude d'être fixés dans des délais comme ça. Et donc, voilà. Mais par exemple, j'ai interdit, quand il y a des avocats, les calendriers judiciaires. C'est 6 semaines de perdu. Je dis que quand on est avocat, qu'il y a des avocats dans le dossier, vous devez être capable de vous entendre sur des délais de mise en état. Et s'il y a un problème, j'organise une audience 747, ils viennent devant moi et ils partent avec un calendrier amiable. Alors, on dit que je suis ferme. Parfois, on dit que je suis dure, mais bon, on ne sait pas gérer un tribunal de cette ampleur sur 3 divisions avec 8 bâtiments. Et on connaît, comme partout, des burn-out de magistrats. Je n'en ai pas. Je touche du bois. Mais bon, dans le personnel, il faut organiser les mi-temps, les 4/5e, enfin tout ça. C'est très compliqué à gérer. Un tribunal de première instance, on en parlait tout à l'heure, j'ai presque fini. Nous avons beaucoup de jeunes, donc beaucoup de congés de maternité. Chaque année, j'ai au moins 2 ou 3 juges qui ont un congé de maternité, mais quand j'en additionne 3, ça me fait un temps plein. Donc tout ça doit être géré. Et pour que ça fonctionne, il faut déléguer. Alors j'ai une grande chance, c'est que j'ai des présidents de division, un à Mons et un à Tournai, qui sont des gens remarquables. Je crois qu'ils pourraient faire tourner le tribunal sans moi, certainement celui de Tournai, qui postule ma place d'ailleurs. J'ai lu son plan de gestion et ça m'a fait beaucoup de bien. Quand j'ai lu son plan de gestion, je me suis dit, mon Dieu, ce qu'il raconte, c'est tellement du vécu. Il est dans le comité de direction depuis 9 ans avec moi. Et quand il me dit, on n'a pas la main sur ça, on n'a pas la main sur ça, on n'a pas la main sur ça, mais qu'est-ce qui nous reste finalement ? Il nous reste la gestion des gens. La gestion des gens, essayer que chacun soit à la bonne place, qu'à la place où il soit heureux d'y être. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Si les gens viennent avec des pieds de plomb le matin, ils repartent avec des pieds encore plus lourds.
Et donc, il faut vraiment être à l'écoute et essayer de trouver à chacun sa place. Et donc, je suis assez fière qu'on puisse, dans le tribunal, juger les gens dans un délai raisonnable. Peut-être pas aussi vite que certains le voudraient, mais dans un délai raisonnable en tout cas. Voilà. Non, c'est parfait. Merci Madame Levesque pour votre franchise et ces quelques réflexions qui permettront peut-être de susciter le débat dans un second temps. Merci aussi d'avoir insisté sur le rôle important du barreau, ou plus exactement sur le dialogue nécessaire entre le barreau et les magistrats. C'est également mon expérience de chef de corps des avocats, pour dire les choses ainsi. On se rend compte dans ce rôle de bâtonnier à quel point il est important d'avoir un dialogue constant, formel, mais aussi informel avec les magistrats. Nous sommes tous les deux des acteurs de justice et nous devons dialoguer en permanence au service des justiciables. Notre seconde intervenante est, pour ainsi dire, en quelque sorte à la croisée des chemins, ce qui rend son intervention tout à fait unique. Avocate durant 10 ans, Madame Michèle Belmessieri a intégré la Cour constitutionnelle en 2018 en qualité de référendaire. Elle a ainsi pu collaborer étroitement avec un magistrat constitutionnel dans la phase préparatoire de l'art de juger. N'étant ni juge ni référendaire à la Cour constitutionnelle, nous ne pouvons que supputer que différentes versions d'un arrêt sont discutées et débattues de façon collégiale avant qu'une solution finale ne soit adoptée. Le travail technique de l'élaboration des différentes solutions possibles en droit face à une question posée, sans pour autant participer au délibéré, rend, je trouve, l'intervention ce soir d'une référendaire à la Cour tout à fait pertinent. Les arrêts de la Cour sont constamment discutés. L'année dernière, les différents arrêts prononcés, notamment dans l'affaire Fan de Castel, ô combien médiatique, ont parfois suscité des incompréhensions dans la population. Et ce sera intéressant, sans bien entendu qu'aucun secret ne soit violé, de vous entendre pour nous expliquer le processus de rédaction, le processus propre à un jugement ou un arrêt en l'espèce. Je me dois cependant de parler de cette expérience professionnelle au passé, puisque vous avez décidé de passer de l'autre côté du miroir et de devenir conseiller d'État dès la semaine prochaine. Vous exercerez donc vous-même pleinement le métier de juger. Je souhaite terminer cette présentation en précisant que vous avez été assistante en droit constitutionnel à l'Université Saint-Louis et en droit administratif à l'Université libre de Bruxelles. Mais je voudrais aussi insister sur votre implication, et je sais que ça vous tient à cœur, en qualité de secrétaire de rédaction de la revue Droits fondamentaux et pauvreté, qui a été créée, si mes informations sont exactes, en 2021, et qui est une revue qui a la particularité d'être gratuite, d'être bilingue et d'être accessible en open source, ce qui doit être souligné. Nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir fait l'honneur d'intervenir à cette conférence, ce qui me donne l'occasion de vous exposer en quoi consiste le métier de juger à la Cour constitutionnelle et ce qui permet également de mettre en lumière la fonction de référendaire à la Cour, ce qui arrive quand même rarement. Alors, mon exposé comporte 3 points. Je voudrais tout d'abord rappeler brièvement ce que c'est la Cour constitutionnelle, quelle est sa raison d'être et sa mission. Et ensuite, je vais vous parler un peu de la fabrique interne et vous expliquer donc comment le métier de juger est concrètement exercé à la Cour, et puis terminer avec une mise en perspective. Alors, qu'est-ce que c'est la Cour constitutionnelle ? La Cour constitutionnelle est une juridiction qui est composée tout d'abord de 12 juges. 6 sont des professeurs d'université ou issus de la magistrature, et 6 sont des anciens parlementaires qui peuvent, mais qui ne doivent pas être des juristes. Puis il y a une règle de parité linguistique également. Il y a 6 juges qui sont d'expression française et 6 juges qui sont d'expression néerlandaise, sachant que depuis peu, on a aussi une juge germanophone, mais qui appartient au groupe linguistique
français. C'est comme moi, je suis germanophone, mais officiellement, je suis francophone à la Cour constitutionnelle. Puis, il y a une autre règle encore, c'est qu'un tiers des juges doit être du même sexe. Et depuis la dernière nomination d'un juge à la Cour constitutionnelle, c'était la nomination de Magali Plovy, la Cour est passée à une parité homme-femme complète. Alors, il faut savoir que les juges sont nommés par le roi sur la base d'une liste double présentée alternativement par le Sénat ou par la Chambre des représentants, ce qui veut dire concrètement que le candidat est proposé par le Parlement. Il a donc une couleur politique affichée. Les places des juges, c'est le reflet du Parlement fédéral, et plus précisément de la répartition des sièges en son sein selon le système d'Hondt. Alors, question que vous posez peut-être, est-ce qu'un jour, on pourrait avoir un juge Vlaams Belang? La réponse est oui, en fonction évidemment des résultats des élections, et si encore le candidat présenté par ce parti-là obtient une majorité de 2/3 des voix. Mais ce n'est pas exclu. Et puis, la Cour, c'est aussi les référendaires. Il y en a une vingtaine, ce sont des juristes qui sont lauréats d'un concours technique et qui sont des magistrats, mais qui n'ont pas de couleur politique. Que font-ils? Ils assistent la Cour, ça c'est le rôle du référendaire, et c'est de rédiger des projets d'arrêt, c'est leur tâche principale, mais je vais y revenir par la suite. La mission de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que c'est donc? Elle est l'une des plus hautes juridictions du pays, et sa mission consiste à contrôler des normes législatives, donc la loi fédérale, le décret ou l'ordonnance. Pour reprendre une expression d'un de mes collègues, il m'a dit, quand je suis arrivée à la Cour, Michel, notre accusé, c'est la loi. On contrôle un texte qui a valeur législative. Et ce contrôle, c'est un contrôle de constitutionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi est contrôlée au regard de la Constitution, et plus précisément au regard des droits fondamentaux qu'elle consacre. Et le droit fondamental phare est probablement le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Et le contrôle se fait également au regard ce qu'on appelle les règles répartitrices de compétences. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les règles qui organisent les compétences entre les différentes entités de l'État fédéral. Et initialement, d'ailleurs, la Cour constitutionnelle s'appelait Cour d'arbitrage. La mission principale au début était d'arbitrer entre les entités de l'État fédéral et de résoudre des conflits de compétences. Aujourd'hui, par contre, la majorité, on va dire, du core business des affaires concerne les droits fondamentaux. Et si une loi est considérée comme étant contraire à la Constitution ou aux règles répartitrices de compétences, la Cour peut l'annuler si elle est saisie par le biais d'un recours en annulation, ou elle peut l'invalider si c'est un juge qui lui pose ce qu'on appelle une question préjudicielle. Question préjudicielle, qu'est-ce que c'est? C'est une question portant sur la constitutionnalité d'une loi qu'un juge pose à la Cour pour que la Cour réponde avant que le juge statue lui-même dans son cas d'espèce. Alors, quel est le rôle sociétal de la Cour? Vous l'aurez compris, la place de la Cour dans l'état de droit est quand même fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'état de droit? Vu l'actualité, il semble utile de le rappeler. L'état de droit, la définition est relativement simple. Les gouvernants, donc l'État, acceptent de se soumettre de la même manière que les gouvernés, donc nous, à la règle de droit, y compris aux droits fondamentaux. Une autre composante essentielle de cet état de droit, de cette définition de l'état de droit, c'est qu'il implique la possibilité pour tout un chacun de s'adresser à un juge pour, s'il le faut, forcer ce respect de la règle de droit, y compris donc par les gouvernants. Dans un état de droit, la décision de justice, une fois qu'elle a acquise force de chose jugée, doit être exécutée, qu'elle plaise ou non. C'est en soi très simple. Et la Cour constitutionnelle prend une place particulière dans l'état de droit parce que le gouvernant qu'elle contrôle, c'est le législateur. Et ça, c'est en lien direct avec la raison d'être de la justice constitutionnelle. Il faut savoir qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et de l'expérience de l'Allemagne nazie en particulier, on a vu que le législateur peut mal faire et adopter des lois
qui sont contraires à tout le droit international et à tous les droits fondamentaux. Donc on a dû abandonner l'idée qui était encore véhiculée au XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui était la suprématie de la loi et de la souveraineté du législateur. Car le législateur peut faillir, et il a failli à sa mission. Et donc est apparue la nécessité de créer des cours constitutionnels investis de la mission de contrôle de constitutionnalité de loi et des cours qui se situent en dehors de l'appareil juridictionnel ordinaire. Et ça, c'est aussi une particularité de ce qu'on appelle, entre constitutionnalistes, le modèle kelsénien, du père fondateur, on va dire, de ce modèle qui s'appelle Hans Kelsen. Alors, la fonction de juger maintenant au sein de cette Cour constitutionnelle, comment est-ce qu'elle se présente? Je vous ai promis de parler de la fabrique interne de la Cour. Alors, la Cour peut être saisie, comme je l'ai abordé tout à l'heure, de deux manières, par une question préjudicielle ou par un recours en annulation. Le dossier arrive à la Cour, il reçoit un numéro de rôle. Et c'est ce numéro de rôle et la langue du dossier qui détermine quel juge sera le premier juge rapporteur de l'affaire et le référendaire avec lequel ce premier juge rapporteur travaille, qui va travailler sur le dossier et qui va l'examiner. L'attribution des affaires est donc le fruit d'un pur hasard. Donc, comme le dossier sort de la mallette du facteur, il reçoit le numéro, il est attribué à un juge. Il n'y a donc pas, et j'ai trouvé ça étonnant au début quand je suis arrivée à la Cour, de spécialisation. J'ai trouvé ça étonnant, mais j'ai compris vite que le but, c'était de garantir la pluralité des vues sur une question constitutionnelle et qu'on a voulu éviter qu'une personne influence toute la jurisprudence de la Cour dans une certaine matière. Alors, quel est le rôle du référendaire? Il reçoit le dossier et il va l'instruire, il fait les recherches. C'est lui qui rédige le projet d'arrêt, en concertation évidemment avec le premier juge rapporteur, mais je souligne que c'est lui qui tient la plume. Et ce travail peut être très conséquent. Parfois, un dossier peut prendre 2 semaines. Un dossier qui m'a pris le plus de temps à la Cour, ça concernait toute une réforme réforme en matière de pension. Ça m'a pris 4 mois de travail de ne faire qu'un projet d'arrêt dans cette matière-là. Après l'arrêt, c'était un arrêt qui a fait 150 pages. Alors, une fois le projet d'arrêt terminé, il fait l'objet de ce qu'on appelle un co-rapportage. C'est un mécanisme qui est souvent méconnu de l'extérieur de la Cour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le projet terminé, il est envoyé à un deuxième juge et un deuxième référendaire de l'autre rôle linguistique. Donc chaque affaire est examinée avant d'être délibérée par un juge et référendaire de chaque rôle linguistique. Et ce deuxième juge rapporteur et deuxième référendaire se rallient à ce projet d'arrêt ou non. S'il s'y rallie, il le co-signe, sinon il ne le co-signe pas. Et dans tous les cas, ce premier projet d'arrêt, il passe en délibéré. Délibéré, comme vous avez dit, dont les référendaires sont exclus. Donc je n'ai jamais pu participer à un délibéré. Mais il reste que le référendaire, en rédigeant le projet d'arrêt, il donne très clairement une orientation au débat. Et je considère qu'à ce titre-là, il exerce un rôle important au sein de la Cour. Et ce rôle est probablement encore plus important quand le référendaire travaille ensemble avec un juge qui n'est pas juriste. Et donc, il apporte plus encore une connaissance technique et juridique au dossier. Alors, est-ce que le référendaire préjuge? Est-ce qu'on pourrait l'appeler de cette manière-là? Oui ou non? Oui et non. Ça dépend évidemment de la manière dont le projet est reçu par le siège. Parfois, le résultat final, donc l'arrêt, est très proche du projet initial. C'est passé comme une lettre à la poste. Parfois, l'affaire prend une toute autre tournure. Et il existe des affaires, et je vous parle par exemple d'une affaire très récente, où sur la table des juges, il existe 4 projets d'arrêt alternatifs. Donc, si le premier projet d'arrêt tel qu'il est rédigé ne plaît pas, d'autres juges, avec le référendaire, peuvent rédiger des projets alternatifs. Dans des affaires sensibles, ça arrive régulièrement.
Alors, autre particularité de la fonction de juger à la Cour constitutionnelle, c'est que, puisque la Cour est amenée à contrôler le législateur qui, lui, intervient dans toutes les matières, la Cour le fait également. Elle intervient dans toutes les matières dans lesquelles le législateur intervient. Ce sont les matières les plus diverses, parfois très techniques. Ça peut être de l'aide et de la protection de la jeunesse, de la navigation, la procédure pénale, le droit des étrangers, la filiation, le droit fiscal, tout. Donc les dossiers peuvent être complexes et c'est donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi pour ça que le référendaire est là. Il faut savoir que les juges délibèrent pendant 3 jours par semaine, donc ne pourraient pas s'investir dans les dossiers comme les référendaires peuvent le faire. Donc en conclusion, exercer la fonction de juger à la Cour constitutionnelle, c'est participer à une œuvre collective. Il y a le travail préparatoire des référendaires, et puis il y a le travail de délibéré et d'échange de vues entre juges pour aboutir en réalité à un produit commun. Et aucun juge ne statue tout seul. Chaque arrêt de la Cour est l'œuvre de plusieurs. Alors, petite mise en perspective en ce qui concerne ce métier de juger à la Cour. Il existe dans le monde entier d'ailleurs des tentatives pour le moment de réduire le rôle des cours constitutionnelles, qui aboutissent ou non. Et ceux qui voudraient réduire le rôle d'une cour constitutionnelle agissent généralement sur 2 plans. Le premier, c'est chercher à réduire l'influence d'une cour en la réformant, en modifiant notamment ses compétences, c'est ce qu'on voit en Israël et ce qui mène les gens d'ailleurs dans la rue, ou c'est changer la composition même de la Cour pour faire en sorte que des juges favorables au gouvernement soient nommés. Et là, on a aussi malheureusement un exemple, ça c'est la Pologne. Pour ce deuxième point, d'ailleurs, je vais me référer à un colloque qui sera organisé ici, le 3 octobre, par le professeur Vordussen sur la composition des cours constitutionnelles. Mais en ce qui concerne ce premier point, je voudrais souligner pour la Belgique qu'il existe pour le moment une proposition qui, à ma connaissance, n'est pas une proposition de loi, mais une proposition qui est émise dans les médias uniquement, qui consiste à vouloir instaurer ce qu'on appelle un recours populaire contre les arrêts de la Cour. Un recours donc du Parlement contre les arrêts de la Cour, des arrêts qui déplaiseraient aux législateurs. Et ce qu'on veut faire ainsi, nous dit-on, c'est contrer un gouvernement des juges ou des juges activistes. Ça, c'est un projet que je qualifie de très dangereux parce qu'il s'agit de placer le contrôlé, donc le Parlement, au-dessus du contrôlant. Et il ne faut pas être fin juriste pour comprendre que ça signifie annihiler le contrôle même de la Cour. Et c'est contraire à la philosophie, la raison d'être de la justice constitutionnelle. Si effectivement des arrêts de la Cour déplaisent, il reste que c'est toujours le constituant qui peut intervenir et riposter, entre guillemets, changer la Constitution, ça s'appelle le lit de justice. Les juristes l'appellent de cette manière-là. En tout cas, cette proposition, telle qu'elle est donc exprimée, consiste à réaffirmer pleinement la souveraineté du Parlement. Et là, j'ai trouvé une citation de Hans Kelsen lui-même qui dit « Rien d'autre que le désir de certains parlementaires de ne pas se laisser limiter par les normes de la Constitution. » Et ça, vous l'aurez compris, revient à remettre en cause l'idée que le législateur puisse être, donc les gouvernants, le législateur puisse être contrôlé. Et ça, c'est un affaiblissement de l'état de droit. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre exposé particulièrement clair et pédagogique. Notre troisième intervenant, M. Jérémy Van Merbeek, cumule différentes casquettes. Juriste et philosophe, il est titulaire d'un master en droit européen et d'un master en théorie du droit. Professeur invité à l'Université Saint-Louis, il est actuellement conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles. Il siège donc parfois seul et parfois de manière collégiale. M. Van Merbeek donne également des cours aux jeunes magistrats.
En préparant cette conférence, je me suis souvenu que vous aviez par le passé étudié la place des émotions dans la fonction jugée, en faisant allusion à des expériences scientifiques ayant pu démontrer qu'un magistrat, comme toute autre personne du reste, était plus enclin à affronter un effort lorsque son taux de glucose était important. L'expérience allemande, si ma mémoire est bonne, avait ainsi pu démontrer qu'une ordonnance de mise en liberté, qui est paradoxalement plus difficile à rédiger vu l'effort de motivation requis qu'une décision de maintien en détention, était plus fréquemment rédigée par un magistrat qui avait le ventre plein que par un juge ayant le ventre vide. J'espère, monsieur le conseiller, que vous avez eu le temps de grignoter un petit quelque chose avant de nous rejoindre et je vous cède immédiatement la parole. Bien, bonjour à tous et toutes, merci pour l'invitation, merci pour cette introduction. Alors, mon dernier repas date de ce midi, donc je ne suis pas sûr que j'ai encore le cerveau tout à fait opérationnel. Je vous laisserai en juger. Je vais vous parler un peu avec ma casquette de philosophe du droit, mais évidemment du sujet qui nous concerne, la fonction de juger, qui m'intéresse, vous l'aurez compris, à plus d'un titre. Je voudrais voir un petit peu avec vous 4 caractéristiques qui définissent un peu la fonction de juger dans le modèle classique qu'on enseigne encore généralement aux étudiants. Je voudrais voir avec vous comment ces 4 caractéristiques ont évolué ces derniers temps, des vraies mutations, et comment ces mutations peuvent être associées à 4 défis contemporains qui nous concernent tous, mais particulièrement la fonction de juger. Et ensuite, je vous proposerai un grand voyage dans le temps, un grand retour en arrière pour essayer de comprendre comment la fonction de juger, en tout cas dans notre monde occidental, s'est développée, en espérant que ça pourra nous permettre de réfléchir à ces 4 défis. Donc vous voyez, le programme est ambitieux et je vais essayer de m'en acquitter dans le temps qui m'est imparti. Je vais d'ailleurs prendre mon téléphone, pas pour voir si j'ai des messages, mais pour vérifier que je ne parle pas trop longtemps. Alors d'abord, la conception classique, ou moderne pourrait-on dire, la fonction de juger, en tout cas en Belgique, on pourrait relever 4 caractéristiques. La première, c'est un lien exclusif entre la justice et l'État. L'État a le monopole de la fonction de juger. Deuxième caractéristique, la fonction de juger, on considère globalement qu'en matière civile, c'est quoi ? C'est de trancher des conflits entre personnes, et en matière pénale, statuer sur la culpabilité ou l'innocence des individus. Troisième élément, la loi. La loi qui est la source juridique principale, elle est parfaite, elle est certaine, elle est prévisible. Et le juge, lui, par contre, qui est le juge professionnel chargé d'appliquer, eh bien, c'est simplement l'organe d'application de cette loi. C'est Montesquieu qui a dit de manière très connue, le juge doit être la bouche de la loi et rien d'autre. Quatrième élément, alors on le doit aussi un petit peu à notre Montesquieu, même s'il s'est inspiré de John Locke, c'est le principe de séparation des pouvoirs qui garantit l'indépendance des juges. Et cette indépendance s'opposerait à la mise en cause de la responsabilité des magistrats. Alors ces 4 éléments connaissent des mutations depuis plusieurs années, parfois un peu plus longtemps. L'exclusivité d'abord du lien entre l'État et la justice n'est plus garantie. On voit qu'il y a beaucoup de juridictions internationales, des juridictions européennes, et donc uniquement des juges étatiques. Mais au niveau interne aussi, la justice n'est plus uniquement une justice étatique, on a de la justice privée, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On a ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits, les marques dont on a parlé un peu tout à l'heure, avec par exemple un arbitrage qui peut être privé et donc sortir du registre public, même s'il y a évidemment quand même parfois des recours qui peuvent être introduits devant les juges. Alors, si on va un peu plus loin dans l'idée d'une justice privée, on peut penser à ce qui est mon premier grand défi contemporain, qui est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'idée que peut-être à terme, et il y a déjà des mécanismes qui existent, ce ne sera pas des juges étatiques, mais des robots ou des logiciels ou des sites numériques qui permettront de rendre la justice. Je reviendrai là-dessus en fin d'exposé. Deuxième élément, une fonction de juger qui n'est plus uniquement trancher des conflits en matière civile ou statuer sur des accusations en matière pénale. On a vu, on a des juges constitutionnels. On a aussi un juge que François qualifiera du juge Hercule. Hein. Le premier juge dont je parlais, il va parler d'un juge Jupiter. Le juge Hercule, il est sur tous les fronts. On lui demande de trancher à peu près tout et n'importe quoi. Ça peut aller, et c'est véridique, du juge qu'on saisit pour demander de choisir le prénom de l'enfant parce que les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord, jusqu'à des grands procès actuels où on demande au juge de condamner l'État à réduire les gaz à émissions d'effet de serre
pour enrayer le réchauffement climatique. Donc ça va dans tous les sens. La justice est surinvestie en termes d'attente et de demande, mais le paradoxe, et c'est mon deuxième défi, c'est qu'elle est sous-investie au niveau financier en termes de moyens. On lui demande de faire plus, avec moins, on se rend bien compte. Madame Levesque a expliqué un petit peu de comment ça fonctionnait et l'état dans lequel se trouve la justice. Moi, je peux vous dire qu'au mois de juin, on a dû changer de salle d'audience parce qu'il pleuvait dans notre salle d'audience. On siège au rez-de-chaussée, donc le palais de justice, vous voyez, pour qu'il pleuve au rez-de-chaussée, ça vous donne une idée de ce qui se passe aux étages supérieurs. Alors, troisième caractéristique, le juge qui devrait être la bouche de la loi. Si on a vraiment une loi parfaite, ça peut éventuellement fonctionner, mais la loi n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'on a mis en place des juridictions constitutionnelles. La loi n'est pas tout à fait certaine, elle n'est pas tout à fait prévisible, et donc le juge ne peut pas se cantonner, ce n'est pas possible à un rôle de bouche de la loi. Il participe à la création du droit. On est content, on n'est pas content, c'est comme ça, mais ça pose des questions. Ça peut poser des questions en termes de séparation des pouvoirs. Et peut-être que c'est une des explications qui explique ce troisième défi auquel on est confronté aujourd'hui, qui est une remise en cause, une mise en danger de l'état de droit. On en a un petit peu parlé plus tôt, mais au-delà des signes très, très, très effrayants par rapport à cette question-là, il y a des vraies questions de légitimité des juges. Est-ce que le juge est légitime pour statuer sur un certain nombre de choses qui relèvent peut-être en principe d'abord du politique. Donc troisième défi, cet état de droit qui serait mis en péril. Quatrième caractéristique, le juge, en vertu de la séparation des pouvoirs, ne pourrait pas être tenu responsable. La responsabilité des juges n'est plus un tabou. D'abord, l'État peut être tenu responsable, depuis un arrêt en cas de 91 de la Cour de cassation, l'État peut être tenu responsable dans sa fonction de juger. Mais on commence à dire que la justice doit pouvoir rendre des comptes, elle doit pouvoir se gérer, s'auto-gérer. Et là, on arrive à un quatrième défi qui est l'idée de la managérialisation de la justice, l'idée d'imposer des règles de management qui viennent du privé à la justice. Et c'est aussi un défi qui est conséquent. Je vous propose maintenant un retour en arrière un peu vertigineux. On remonte de quelques siècles, voire de quelques millénaires, et on se place dans le procès archaïque. Comment se passe le procès archaïque? Alors, à première vue, ça ressemble un peu au procès moderne. On a deux parties, on a une personne ou un groupe qui fait office de juge. Ça peut être le dirigeant de l'Assemblée, un spécialiste de telle coutume ou de telle procédure. Mais le rôle est différent. Le rôle est différent parce que cette espèce de juge ou de tiers n'est pas là pour trancher le litige avec une décision contraignante, comme on le voit aujourd'hui, mais plutôt pour essayer de faciliter une sorte de solution qui doit recueillir l'adhésion. Ça fait penser déjà un petit peu à la conciliation avant la lettre, mais en réalité, ça date d'il y a très très longtemps. Ça débouche souvent sur le recours au serment ou à l'ordalie. Donc l'ordalie, c'est quoi? C'est une épreuve, on va mettre quelqu'un sous l'eau pendant 5 minutes pour voir s'il est toujours vivant, alors il a raison, et s'il est mort, il a tort. Je simplifie. On en fait avec du feu aussi, on porte des trucs brûlants et on voit si on s'est brûlé ou pas, ou bien on prend un peu de poison, et puis si on est toujours vivant, c'est qu'on a raison. Et là, le juge laïque, en fait, laisse de la place à un devin ou un sorcier qui va superviser l'ordalie. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on n'est pas dans l'idée d'un juge, dans l'idée plutôt d'un Dieu qui va venir rendre la justice, un Dieu unique qui rend une espèce de justice à travers ces épreuves. C'est plutôt des divinités qui vont venir donner une caution à la parole. Il y a différentes paroles qui sont échangées, les divinités viennent donner leur caution, et de là va sortir la vérité judiciaire. Alors en Chine, par exemple, ou dans la Rome antique, ce type de procès va progressivement laisser la place à une justice des hommes. Mais pas chez nous. En Occident médiéval, c'est une trajectoire plutôt contraire. Plutôt que des divinités qui sont des simples cautions de la parole, en fait, Dieu va s'élever au rang de juge parfait et véritable. La justice divine, ça c'est le modèle de l'Occident médiéval. Et c'est que dans un second temps qu'on va avoir une laïcisation de la justice. Alors à ce moment-là, un moment charnière, je pense, c'est le 8e siècle après Jésus-Christ, avec l'ordalie de la croix. Ça nous viendrait de moines irlandais, donc le principe est assez simple. Vous avez deux champions qui se mettent les bras en croix l'un en face de l'autre, et celui qui tient le plus longtemps a gagné. Vous pouvez essayer chez vous avec quelqu'un. Mais ce qui est très différent dans cette ordalie de la croix par rapport à l'ordalie païenne, c'est que l'idée est ici, ce n'est pas que ce sera des divinités qui vont cautionner l'une ou l'autre parole, c'est que c'est Dieu qui, par l'ordalie, va rendre un jugement divin, un jugement parfait. Deuxième élément important de ce 8e siècle, ce moment charnière, c'est les rois francs qui vont adopter le sacre royal.
Ça commence avec Pépin le Bref, en 751, qui va contracter à l'égard des personnes, du peuple, une dette universelle de justice. Je trouve que c'est une idée magnifique, j'espère que vous allez la retenir. Je pense que c'est l'ancêtre de l'interdiction du déni de justice, mais c'est de dire le souverain est tenu à une dette de justice envers son peuple. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Alors, revenons à cette idée d'un Dieu divin, d'une justice divine parfaite qui s'incarne dans la justice humaine, à travers l'ordalie de la croix notamment. Cette idée d'instrumentaliser la justice divine pour régler les affaires humaines, ça va être assez rapidement désavoué par l'Église, qui va trouver que l'Église a mieux à faire que ça. Différentes tentatives sans succès, mais en 1215, on a le Concile de Latran, qui interdit au clergé de participer à ces ordalies qui vont à terme disparaître. Et donc, c'est le juge humain qui va reprendre le soin de dire le vrai et de rendre justice. Et on voit que dès le XIIe et XIIIe siècle, on va voir émerger ces traits qui caractérisent l'essentiel de notre fonction de juger actuelle, dans nos états de droit actuels. C'est quoi? Un juge impartial, un juge qui doit respecter des règles formelles et matérielles qui sont contraignantes, un juge tenu à une déontologie rigoureuse, et bien entendu, un juge qui soit indépendant des autres pouvoirs. Et on comprend si la garantie que la décision revenait à Dieu disparaît, il faut s'assurer que l'homme chargé de rendre la justice soit impartial. Et on va voir qu'on va tirer une inspiration dans les procédures ecclésiastiques pour trouver la naissance du principe du contradictoire, par exemple. La citation, les conclusions, tout ça nous vient de la procédure ecclésiastique. L'autorité des juges qui peuvent plus reposer sur l'ordalie, eh bien, va devoir se mériter. Et comment ça se mérite? Eh bien, sur base d'un raisonnement qui repose sur des normes qui préexistent. On motive sa décision. Troisième élément, comme l'écrit Robert Jacob, si Dieu s'est retiré des procès, l'idée que juger, c'est imiter Dieu, elle reste. Et donc, on voit se développer, alors dans les textes vraiment très anciens, on voit une véritable éthique judiciaire, mais qui est liée à une idée de responsabilité du juge. Donc en réalité, pendant longtemps, l'appel est dirigé contre le juge. Le juge est lui-même mis en cause, et il peut être passible d'une amende en cas de réforme, même de paiement de dommages et intérêts, et l'autre partie est une simple partie qui est intimée. Alors si ça existait encore aujourd'hui, je crois qu'il y aurait peut-être un peu moins de juges, je ne sais pas si on serait très motivé, mais c'est comme ça, la responsabilité du juge était vraiment quelque chose d'absolument central. Alors dernière idée, Dieu n'intervient plus dans les procès, mais il reste malgré tout garant de la légitimité des magistrats. Et donc on a l'idée que la fonction de juger doit être autonome à l'égard du pouvoir politique. Le roi tire sa légitimité de Dieu, le juge aussi. Et donc, quand il y a conflit de légitimité, le juge doit pouvoir considérer que sa légitimité envers Dieu est supérieure. Et c'est intéressant parce que dès le XIIe, dès le XIIIe siècle, on voit dans des archives en France, en Angleterre, que le roi est régulièrement parti devant les tribunaux. Il est mis en cause devant les tribunaux. Chez nous, il faudra attendre 1920, avec l'arrêt La Flandrière, pour accepter de mettre en cause la responsabilité de l'État. Alors la route vers la mise en place de notre justice moderne est encore longue. Il faut évidemment assurer une transition vers un réel monopole étatique de la justice. Et pour ça, il nous faudrait une notion de souveraineté qu'on doit à Bodin, de dire que l'État a tous les pouvoirs, et le roi a tous les pouvoirs, et puis au sein de l'État, le fait d'attribuer la justice à un pouvoir judiciaire indépendant. Et là, le roi qui va se rendre compte que la première fonction, ce n'est pas en fait rendre justice, comme on l'a souvent dit, mais c'est faire des lois, va se rendre compte qu'il doit déléguer la justice à des juges. Mais à quel prix, évidemment, parfois c'est un petit peu compliqué. La suite est connue, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est caractéristique du modèle légaliste libéral moderne. Donc si on reprend nos 4 caractéristiques, le lien entre la justice et l'État n'est pas consubstantiel à la fonction de juger, il aura fallu plusieurs siècles pour avoir un monopole étatique. La limitation de la fonction de juger aux conflits civils ou aux accusations en matière pénale est relativement nouvelle. En réalité, on a des juges archaïques qui sont des conciliateurs, on a des parlements de France qui étaient des juridictions qui exerçaient une fonction quasi législative avec les arrêts de règlement, qui sont interdits dans notre code judiciaire, des magistrats qui ont longtemps exercé des fonctions de police à côté de leurs fonctions juridictionnelles. Enfin, l'image du juge bouche de la loi, elle est vraiment très récente, elle aurait paru parfaitement incompréhensible à des juristes du Moyen-Âge et absurde même à Aristote qui avait compris déjà il y a longtemps que la règle légale ne peut pas tout prévoir, ni rendre compte à l'avance de ses applications. Enfin, l'idée qu'un juge n'aurait pas de compte à rendre était quelque chose de tout à fait étranger à la théorie médiévale, comme je vous l'ai dit.
Donc, il faut relativiser la nouveauté de ces mutations contemporaines, mais tout de même, il reste ces 4 défis propres à notre époque. La managérisation de la justice, le paradoxe du surinvestissement du juge avec un sous-investissement financier, un état de droit en péril et l'intelligence artificielle. Pour penser ces défis, et je laisserai évidemment une bonne partie de ces questions au débat, qu'est-ce qu'on peut trouver au cœur de la fonction de juger ? Le détour historique que je vous ai proposé montre que c'est compliqué de se mettre d'accord sur quelque chose de consubstantiel à la fonction de juger. À minima, je pense qu'on peut dire que ça exige l'intervention d'un tiers au conflit. Comme l'a dit François Host, qui en parlera bien mieux que moi, plus que le mérite de la décision qui est rendue, c'est l'interposition du juge qui opère au cœur d'un rapport de force. C'est ça qui fait sa légitimité. Si on prend une visée un peu plus importante, qui est celle de la notion d'état de droit, dont on a parlé tout à l'heure, comprise comme un pouvoir politique distinct des autres systèmes sociaux, qui est soumis à des principes de droit et qui est garant des droits individuels. Alors on peut faire peut-être quelques suggestions complémentaires autour de cette idée simple, héritée du 8e siècle, l'État est tenu d'une dette de justice. Cette idée implique, pour éviter les abus des pouvoirs législatifs et exécutifs, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour éviter l'abus de pouvoir du juge, il faut un juge impartial, qui respecte les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, et qui fasse preuve d'une éthique juridictionnelle rigoureuse. Donc des exigences qui finalement sont là depuis à peu près 1000 ans, mais qui sont malgré tout, à mon avis, essentielles à notre concept d'état de droit. Alors ces 4 défis, et je conclurai par là. Premier défi, le management de la justice. Je pense que l'idée de la responsabilité des magistrats ne doit pas être un tabou, mais il faut se souvenir que la justice n'est quand même pas un service public comme un autre. Deuxième défi, cette évolution paradoxale d'un surinvestissement du judiciaire, des grandes attentes et une insuffisance de moyens. Évidemment, il n'y a pas 36 solutions, il faut refinancer la justice, il faut l'équiper sur le plan technique. Je vous rappelle que la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en septembre en raison de l'arrêt structurel des juridictions bruxelloises, et j'en sais quelque chose. La remise en cause de l'état de droit, c'est-à-dire des personnes politiques qui disent on ne va pas exécuter des décisions de justice. Ça, pour moi, c'est non négociable. Ça, c'est non, un point, c'est tout. Mais, comme je vous l'ai dit, il faut malgré tout se poser la question et accepter le débat sur la légitimité des juges à trancher certains types de litiges qui relèvent souvent plutôt de décisions politiques. Et sur la question de la légitimité des juges, on peut avoir d'autres questions. Est-ce qu'il y a une diversité suffisante au sein de la magistrature ? Donc, tout ça, c'est un débat qu'on peut, et à mon avis, qu'on doit avoir. Last but not least, l'intelligence artificielle. On pourra en parler des heures, j'aimerais vous en parler des heures. Le mythe du juge robot, c'est finalement le retour du mythe du juge bouche de la loi. J'y crois pas, donc je ne pense pas que ça va arriver un jour. Je peux me tromper, mais j'espère que je serai mort. La justice, elle est toujours forcément humaine, pour le meilleur, hein, parce qu'évidemment, c'est un pouvoir. Et pour contrôler les 2 autres pouvoirs, je pense qu'on préfère avoir des humains que des robots. On veut des juges qui puissent entendre des justiciables, et ça, bon, on aura sans doute des robots qui pourront le faire un jour, mais ça va prendre encore un peu de temps. Et pour le pire, puisque les juges sont aussi soumis à des biais cognitifs, comme n'importe quel humain, parfois il nous faut du sucre, mais il y a encore plein d'autres biais cognitifs dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais de nouveau, je manque un petit peu de temps pour ça. Donc l'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour moi, c'est un peu moins la peur du juge robot, mais c'est en tout cas une source de litige considérable. Ça va créer beaucoup de litiges, c'est les problèmes d'intelligence artificielle. Et puis il y a la question de l'intelligence artificielle comme aide à la décision, avec tout ce qui est justice prédictive. Et là, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait dire. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un cadre légal. L'Union européenne y travaille heureusement, mais je crois surtout qu'il faut former les juges et l'intelligence artificielle. Donc il faut comprendre c'est quoi une blockchain, la différence entre un algorithme explicite et implicite, entre données structurées, entre transparence et explicabilité. Il faut que les juges s'y mettent, parce qu'à un moment donné, sinon on va être dépassé, et on ne va pas pouvoir faire comme si ça n'existait pas. Ça peut être très utile, mais il va falloir qu'on s'y mette et qu'on le comprenne si on veut continuer à s'acquitter de notre dette de justice. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le conseiller, pour cette brève histoire du 8e siècle à l'intelligence artificielle. Il fallait le faire en 10 minutes à peu près, de parcourir et de nous dresser ce portrait de la justice au cours des siècles, en concluant sur les 4 défis. Et je suppose qu'on aura l'occasion d'y revenir lors du
Débat. Notre dernier intervenant, M. François Host, nous reçoit en quelque sorte chez lui. Il est en effet membre de l'Académie royale de Belgique, mais également professeur émérite, invité à l'Université Saint-Louis. Licencié en droit, mais également en philosophie, il est aussi titulaire d'un doctorat en droit. M. Host a dispensé durant de longues années la matière de la théorie et de la philosophie du droit. Et s'il consacre maintenant davantage de son temps au développement du courant droit et littérature, M. Host s'est penché sur l'évolution des différents rôles du juge, en dégageant d'ailleurs de nouvelles loyautés. Et il va nous expliquer dans quelques instants ce qu'il entend exactement par là. Merci, monsieur le bâtonnier, et merci à l'Académie de nous accueillir ce soir pour ce débat passionnant. Merci à vous de vous intéresser à ces questions de justice. De précautions oratoires préliminaires. D'abord, je suis le philosophe de service, encore qu'on a entendu des propos philosophiques dans au moins 2 des 3 interventions qui m'ont précédé. J'assume cette position, je l'assume pleinement, mais pour savoir d'où je parle, je voulais quand même dire que je prends très au sérieux la justice, la matérialité du métier, y compris dans les salles d'audience qui pleuvent. J'ai à peu près les 3/4 de ma famille qui a été juge, avocat ou qui l'est encore, donc c'est un milieu que je connais bien et que j'aime. Deuxième précaution oratoire, en tant que philosophe, je vais développer quelques considérations qui pourraient paraître un peu idéales de la justice. Et là encore, quand on a les mains dans le cambouis et qu'on est confronté aux réalités quotidiennes du métier, on peut peut-être penser que c'est facile en chambre d'élaborer un modèle idéal. J'assume cette position parce que je pense que la critique que je fais aussi sur d'autres terrains est utile, mais il est parfois nécessaire de dire ce qu'on voudrait. Quelle est l'image, l'horizon, l'idéal que l'on attend de la justice? Et précisément, on peut être d'autant plus efficace dans la dénonciation, même dans la colère par rapport à une situation présente, quand on a en tête l'idéal auquel on est censé répondre. Alors, mes premières considérations vont porter sur peut-être la nature même de ce qui est de juger, l'acte de juger. Et je voudrais rappeler à cet égard que dans l'histoire, les juges arrivent avant les législateurs. Nous avons été formés tous, même si vous n'êtes pas juriste, un peu dans le moule du droit continental, codifié, Code Napoléon, Code Justinien, et nous pensons que quand un problème de droit se pose, il faut une bonne loi et le juge l'applique. C'est le réflexe du droit codifié. Mais ce n'est pas comme ça que dans la réalité historique les choses se sont présentées. Jérémy a déjà bien entamé ce sujet. Les juges ont précédé les législateurs. Au Sinaï, par exemple, avant la donation des tables de la loi, Moïse institue des juges, parce qu'il y a des problèmes au quotidien. Le droit romain, qui est quand même la matrice au moins de notre droit privé, le droit romain s'est constitué comme ça, à partir des questions que les plaideurs posaient aux jurisconsultes. Et ce n'est que bien plus tard qu'il s'est codifié, tout à la fin, avec Justinien. Le droit anglais est un judge-made law, un droit d'origine jurisprudentielle. Alors, il ne faut pas caricaturer, opposer trop les deux systèmes. La réalité est mélangée, dialectique. Des questions se posent aux juges qui bricolent des solutions. Et puis, dans un second temps, on élargit la règle et on adopte une loi. Aujourd'hui, dans les problèmes les plus brûlants que nous connaissons, on vient de parler de l'intelligence artificielle, ChatGPT, on parle des affaires climat. Jérémy en sait quelque chose, je crois qu'il a occupé sa matinée à examiner ces affaires. Les problèmes se posent aux juges et aux législateurs ensuite.
Ce qui, pour moi, veut dire que le vrai passage au droit, c'est une question que je me suis posée dans des livres récents, le vrai passage au droit, qu'est-ce qui fait qu'un groupe ou une société se juridicise, passe au droit? Eh bien, c'est l'indice de cela, c'est le moment où un problème social est déféré à quelque chose comme un juge, un tiers arbitre impartial, on vous en a parlé. Le moment où on cesse de se faire justice à soi-même, le moment où un tiers intervient. Et de ce point de vue-là, donc le passage de la vengeance privée ou de la justice privée à la justice instituée du tiers peut être vraiment considéré comme le moment, l'indice, le critère de passage d'une société au droit. Alors ce juge, ce tiers qui intervient selon des modalités qui vont varier dans l'histoire, bien évidemment, je pense qu'on peut le présenter comme à mi-chemin, pour aller vite, entre la violence et, tout à fait à l'autre pôle, l'amour. Entre la violence et, bon, l'amour c'est un grand mot, la fraternité et au moins la solidarité. Et je tiens que le droit, mais particulièrement le juge, emprunte à ces deux registres de la contrainte, de la violence, de la mobilisation d'une force publique, d'un côté, sans quoi c'est une justice impuissante, et en même temps, au moins dans son idéal, il s'inspire de quelque chose qui est bien sûr au-delà du droit et de la justice, qui est le don, le pardon, l'amour, la fraternité et la solidarité. Et le droit, quelque part, emprunte et aussi à ces deux registres. J'en veux pour preuve les symboles associés au droit et plus particulièrement à la justice. Quels sont les symboles associés à l'allégorie de la Dame Justice? Le glaive, la balance et le bandeau. Le glaive, de toute évidence, c'est la violence. Madame la Présidente en a parlé tout à l'heure. Elle a dit, décider, c'est dur, c'est violent. On met quelqu'un en prison. Oui, on peut espérer que c'est une violence légitime, mais c'est une violence. La balance, on en a beaucoup parlé, c'est le cœur même de l'acte de juger qui consiste à peser des intérêts, à ajuster. J'aime beaucoup ce verbe, parce qu'il est dynamique, il est gradualiste. On ajuste les plateaux de la balance en mesurant les intérêts concurrents. Et puis le bandeau, qui est venu plus tard dans l'allégorie de la justice, mais qui est très importante. Le bandeau qui cache les yeux de la justice, ce n'est pas un signe de dérision pour dire qu'elle va trancher à l'aveuglette ou à l'aveugle. C'est évidemment le signe du regard tourné vers l'intérieur. C'est le signe de l'impartialité d'une justice qui ne doit pas être guidée par d'autres considérations que la recherche de l'équité et l'application de la loi. C'est très idéal, bien sûr, mais c'est à la droite de mon schéma, c'est le pôle idéal dont la justice doit aussi s'inspirer. Et je remarque que l'amour est aussi représenté avec les yeux bandés. Alors, juger, c'est quoi? Le grand philosophe français Paul Ricoeur, qui, à la fin de sa vie, a beaucoup travaillé avec les magistrats à l'École nationale de la magistrature, et notamment Antoine Garapon, répondait à cette question en disant il y a une fonction courte et une fonction longue de la justice. La fonction courte, c'est le service minimal, bien utile d'ailleurs, c'est mieux que la vengeance ou se taper sous la figure. La fonction courte consiste à rendre à chacun le sien. C'est la vieille définition romaine du droit, sum cuique tribuere, rendre à chacun sa part. Compenser, rétablir les plateaux de la balance, réparer le tort. Très bien, mais ce n'est pas suffisant parce que des mots n'auront peut-être pas été mis sur un conflit, on n'aura peut-être pas rendre la justice, écouter suffisamment les parties, des choses n'auront pas pu se dire. Et Ricoeur disait qu'il y a une fonction longue de la justice, qui est la fonction pacificatrice. Pas seulement remettre les choses en pristine état, parce que le pristine état, donc le premier état, l'état antérieur, n'était peut-être pas très juste lui-même, était peut-être très hégémonique, très inégalitaire. Pacifier, fonction longue de la justice, pacifier, c'est refaire prendre part
à la vie sociale, renouer le lien social, raccommoder les parties. Alors, ça peut paraître très idéaliste, et pourtant, je crois que c'est aussi une des fonctions à l'horizon de la justice. Madame la Présidente a parlé tout à l'heure d'écouter en audience familiale les parties. Alors, bien sûr, il y a des réalités. Ça, c'est le glaive. Il y a des réalités, il y a des contraintes. On ne peut pas écouter toute la journée. On n'est pas dans un bureau de psychologue. Mais quand même, il faut qu'une écoute se soit manifestée. À cet égard, petit cocorico à la belge, on peut penser, moi je suis de ceux qui le pensent, que le récent procès fleuve rendu en matière des attentats de Bruxelles a permis au moins à certaines des victimes de tourner la page, permis une sorte de catharsis, de purgation d'une cicatrice qui n'avait pas été cicatrisée depuis lors. Des mots ont pu être mis sur des plaies, sur des souffrances. Un sens a pu être donné à ce qui n'en a pas. Alors, je ne fais pas du bisounours, je crois que ce n'est pas le cas de tout le monde, et on peut comprendre pourquoi, mais quand on lit les comptes rendus de presse, des témoignages de certaines des victimes ou familles de victimes, le procès a pu jouer cette fonction. C'est aussi la fonction des commissions vérité et réconciliation telles qu'elles ont fonctionné pendant quelques années en Afrique du Sud grâce à des personnages incomparables comme Desmond Tutu et Mandela. Alors, voilà, ça je voulais dire en point de départ. J'ai ma montre devant moi, mais je n'ai pas pris la précaution de regarder à quelle heure je commence, et donc je me tourne vers monsieur le bâtonnier. Oui. Je n'ai pas regardé non plus. Voilà. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, cette fonction de juger, sans remonter aussi haut que Jérémy l'a fait, si on prend en considération les 2 derniers siècles, pour nous le Code Napoléon, elle a effectivement évolué au moins dans ses modalités. Et c'est vrai que dans des écrits antérieurs, j'ai pu distinguer 3 manières de rendre cette justice, en distinguant le juge arbitre, le juge entraîneur, métaphore sportive, arbitre-entraîneur, et puis, je n'ai pas trouvé de 3e terme sportif, mais le juge régulateur qui vient s'y ajouter. Quelques mots là-dessus, et je ne pense pas à des grandes coupures historiques. Je crois que les 3 fonctions, les 3 modèles cohabitent aujourd'hui, selon les juridictions, selon les contentieux, selon les personnalités des juges, etc. C'est très simple. Dans un état de droit libéral classique, style 19e siècle, la source centrale du droit, c'est le code Napoléon, le code, et le juge est censé en faire une application fidèle. Peut-être pas être strictement la bouche de la loi, mais au moins voilà, son applicateur loyal. Avec l'apparition dans les années 45-50 en Occident de ce qu'on a appelé l'État social ou l'État-providence, l'État lui-même et le droit se donnent une autre mission que simplement arbitrer le marché, fixer les règles du jeu que jouent librement les opérateurs économiques. L'État a plus d'ambition et veut mener le progrès social dans ses différentes dimensions. Et dès lors, comme l'a dit Jérémy, notre juge n'est plus seulement l'arbitre qui siffle les fautes, mais il devient l'entraîneur qui pousse les parties à gagner, à faire un beau jeu, un jeu performant. Bien sûr, l'entraîneur doit encore respecter les règles de droit, c'est le minimum, mais il veut qu'on marque des points. Il veut valoriser, maximiser l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de la famille, l'intérêt de l'entreprise. On lui demande de descendre sur le terrain, de travailler avec des experts, des psychologues, des économistes, des sociologues. Voilà. Donc ça, c'est une mutation auquel on a assisté, avec le manque de moyens, malheureusement, qui ne les accompagne pas. Et puis, on voit encore, avec la mondialisation du droit, l'apparition de ce que j'ai pu appeler dans un ouvrage avec Michel van de Kerkhove l'État réseau. L'État réseau qui lui-même doit composer, qui n'est plus le souverain, qui n'est plus le seul acteur dominant, qui doit composer avec des acteurs supranationaux, l'Europe, la gouvernance onusienne,
des acteurs infranationaux, les régions, on en sait quelque chose en Belgique, les provinces, dans d'autres domaines, et surtout des acteurs para-étatiques, notamment en matière économique, médiatique, sportive, qui sont en mesure très largement de s'auto-réguler, avec aussi des juridictions spécifiques. Et le juge apparaît alors comme au centre d'un réseau de normes qui lui viennent un peu partout, et il est appelé à, je dirais, assurer la bonne communication entre ces différentes sources et comment dirais-je, la meilleure régulation de ce modèle qui est devenu complexe et assez incertain. Je dis ces trois formes de juridiction, ces trois manières de juger cohabitent. Mais l'essentiel, c'est la méthode de ces juges, tant qu'on n'en est pas à l'application d'algorithmes et de juges robots. La méthode, on l'a dit, elle tient pour l'essentiel dans un doute qui décide. La justice écrit droit, a-t-on écrit, mais en parcourant des lignes courbes. L'hésitation, le doute, fait partie de la méthode du juge, qui est une méthode de controverse. Le jugement en droit est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que le jugement managérial. Parce que le jugement managérial raisonne toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs. Comme si on pouvait mettre la vie sociale sous cloche et écarter des prémices du raisonnement, tout ce qui ne conforte pas l'objectif unique. Justement, la difficulté de juger, c'est que les choses ne sont jamais égales par ailleurs et que les prémices du raisonnement, entre lesquelles il faut arbitrer, sont évidemment multiples. Alors on va crier au gouvernement des juges, on le fait parfois, seulement quand on n'est pas content de la solution adoptée par les juges. Bien sûr, c'est un risque, la justice est humaine, on ne peut pas écarter ce risque, mais ne confondons pas pouvoir discrétionnaire et pouvoir arbitraire. C'est évident que les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire important, donc d'une marge de manœuvre importante, même du temps où ils étaient juges-arbitres. C'était le problème de l'interprétation des textes, l'interprétation du code qui, déjà au XIXe siècle, leur laissait une marge de manœuvre plus grande qu'on ne le croit. Aujourd'hui, cette marge de manœuvre s'est accrue dans le cadre de ce que j'ai appelé le droit en réseau, puisqu'il faut combiner des sources multiples, des principes virtuellement contradictoires. Mais cette marge de pouvoir discrétionnaire n'est pas pour autant un pouvoir arbitraire, il faut le rappeler. Et j'aime ici rappeler Paul Martens, le grand juge Paul Martens, qui a ô combien réfléchi sur cette fonction de juger et qui rappelait que si les juges ont du pouvoir, c'est à leur corps défendant et c'est souvent pour comment dirais-je, remplir comme un régent, disait-il, une sorte de vacance du pouvoir. Il faut réfléchir à ça. Parfois, le législateur refile la patate chaude au juge, il donne raison à l'un, il donne raison... Non, c'est pas il donne raison, il accorde un droit subjectif à l'un, un droit subjectif à l'autre, et puis débrouillez-vous devant un juge. Et donc ce pouvoir du juge résulte bien souvent, comme le disait Paul Martens, d'une forme de régence exercée par les juges à leur corps défendant. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole et on va au débat. Je conclus par une sorte de bilan tiré de l'extérieur. Quelle est la place, la portée de la justice dans nos sociétés qui se disent des États de droit? Alors, moi, observateur un peu extérieur, je vois des motifs de satisfaction et des motifs d'inquiétude. Motifs de satisfaction, la jurisprudence magnifique quand même depuis 50 ans de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg qui a étendu le champ des droits fondamentaux et multiplié leurs bénéficiaires.
la jurisprudence de Strasbourg qui a vraiment servi de moteur, de levier pour une juridicisation ou judiciarisation de la vie sociale, donc une pénétration du droit, par exemple dans des domaines qui lui étaient encore un peu étrangers, où on se faisait quand même un peu justice à soi-même, le droit scolaire, le droit des étrangers, le droit des prisons, donc la justice inspiré par la Cour européenne des droits de l'homme, pénètre dans ces espaces qui étaient quand même des espaces de peu de droits, où le tiers n'était pas beaucoup présent. Donc, satisfaction. Satisfaction aussi de la justice constitutionnelle dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment la cerise sur le gâteau de l'état de droit, puisqu'elle suppose, depuis Kelsen effectivement, 1919 en Autriche, que l'État souverain, les gouvernants acceptent de se laisser juger à l'aune de la règle commune par ce tiers qu'est le juge. Donc c'est un progrès, bien sûr. C'est peut-être plus personnel ce que je vais dire. Troisième motif de satisfaction, la confiance que les plus jeunes mettent aujourd'hui dans la justice en allant toute bille en tête devant un juge pour proclamer leur colère et demander justice. Hier, on voyait à la télévision 9 jeunes Portugais qui s'en allaient gaiement à la Cour européenne des droits de l'homme dénoncer, c'était aussi la Klimatzak, dénoncer l'inaction des pouvoirs publics en matière environnementale. Alors ça, c'est très nouveau. Moi, j'appartiens à une génération de mai 68 qui se méfiait du droit, qui se méfiait des juges. C'était l'époque où on lisait Foucault qui disait « le droit, c'est le langage du pouvoir » et on se méfiait de ce droit complice du pouvoir. J'ai plutôt tendance à croire aujourd'hui que les pouvoirs sont ailleurs, ils sont économiques, ils sont médiatiques, sous d'autres latitudes religieux. Et le droit, de ce point de vue-là, est devenu une protection, mais une protection fragile. On l'a vu aussi. Ça m'amène, et je termine tout à fait, par les motifs peut-être d'inquiétude à propos de cette situation de la justice. Inquiétude quand je vois que des décisions magnifiques ne sont pas suivies d'effets. Tout simplement, l'exécutif n'applique pas des décisions pourtant impératives rendues par des cours en matière de détention, mais il y a beaucoup d'autres exemples. En matière climatique aussi, ça va être très intéressant à observer comment les exécutifs vont réagir à toutes ces séries de condamnations qui commencent à se multiplier dans des États voisins. Plus grave, des atteintes directes portées dans des pays membres de l'Union européenne à l'indépendance du pouvoir judiciaire. On l'a évoqué, la situation de la Hongrie ou de la Pologne. Voilà, je pourrais continuer. J'ai aussi dans des écrits parfois dénoncé, parce qu'il faut savoir penser contre soi-même, se faire des objections à soi-même. J'ai parfois dénoncé ce que j'ai appelé dans un numéro anniversaire du journal des tribunaux, c'était en 2000, ça ne me rajeunit pas, ce que j'ai appelé de façon un peu provocante excès de droit, abus de procédure. Il faut parfois reconnaître aussi que nos sociétés sont exagérément contentieuses et que le lien social dans ces sociétés hyper individualistes, le lien social se résume parfois simplement à la confrontation de droits subjectifs et donc à la mobilisation de l'action en justice au moindre différend. Je ne suis pas pan-juridique, je ne crois pas que le droit ait vocation à occuper tout le terrain. Et il y a d'autres manières non juridiques, pré-juridiques, de résoudre les conflits. Peut-être aussi y a-t-il à cet égard à être autocritique à l'égard d'un abus en quelque sorte de procédure. Voilà, quelques considérations. Merci de votre attention. On va continuer la discussion sur ces questions dans un instant. Merci beaucoup pour votre exposé. Le temps est venu effectivement, si pas du débat, à tout le moins de la discussion et des questions. On a une petite demi-heure à y consacrer. Je me posais la question de savoir quelles étaient aujourd'hui les qualités requises pour être un magistrat efficace, bienveillant, humain, compétent.
quelles sont les qualités requises et est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce que les qualités que devait avoir le magistrat il y a 40 ans sont toujours les mêmes? Est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'il y a des qualités complémentaires? Est-ce que ce qui était considéré comme des qualités pour un magistrat sont devenus peut-être des défauts aujourd'hui? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. À mon sens, une qualité qui est nouvelle, c'est la résistance à la pression de la masse. J'ai relu il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un vieux code qu'on m'avait offert quand j'ai prêté serment comme magistrat. Il y aura 30 ans demain, donc ça fait quand même un fameux paquet d'années. On m'avait offert un code, et le code, ça tenait dans un petit bouquin, on dirait un missel, pour ceux qui ont connu les missels dans leur jeunesse. Et les juges, en degré d'appel, siégeaient à 9 magistrats. Et je me disais, mais quel luxe, quel bonheur d'être à 9 pour discuter, un petit peu comme à la Cour constitutionnelle, de pouvoir discuter d'un problème, etc. Chez nous, on a généralisé le juge unique, en tout cas en première instance, même en degré d'appel, de plus en plus, le conseiller unique. Et donc, ça veut dire qu'on doit seul. La solitude du juge est quelque chose qui est difficile à appréhender. C'est une des choses les plus dures quand je suis arrivée, quand j'ai quitté mon cabinet d'avocat. Je me suis retrouvée toute seule et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Avec qui je vais parler? J'aime bien de parler, vous le remarquez. Donc voilà. Mais je trouve que la pression, ça c'est vraiment la résistance à la pression, la résistance au stress et à la masse, la capacité d'absorber de la masse est devenue quelque chose... il faut toujours être un bon juriste, bien sûr, il faut de l'empathie, il faut l'esprit de décision, ça reste pour moi une des choses les plus essentielles, parce que vous pouvez être un excellent juriste, mais si vous n'avez pas l'esprit de décision et que vous regardez votre dossier en vous disant est-ce que je vais faire blanc, est-ce que je vais faire noir pendant 15 jours, vous ne pourrez jamais avancer. Donc l'esprit de décision, ça c'est fondamental. Mais bon, l'intelligence, bien sûr, l'empathie, pas trop, parce qu'il faut être empathique, mais il faut pouvoir aussi se sortir, prendre un peu de recul, parce que nous sommes tout le temps confrontés à des décisions difficiles à prendre. Et donc, voilà, l'équilibre. Je pense que fondamentalement, ça c'est une des qualités essentielles pour un magistrat, l'équilibre. Et donc, et on n'a pas toujours la possibilité dans notre vie d'être en bon équilibre, parce qu'on a parfois de la pression familiale aussi. Les gens sont nommés de plus en plus jeunes. J'ai beaucoup de jeunes femmes juges avec des enfants jeunes. Il y a les problèmes scolaires, il y a les problèmes de garde d'enfants, etc. Tout ça est difficile à gérer. Mais donc, la résistance à la pression et l'esprit de décision, l'équilibre et l'intelligence juridique, c'est déjà pas mal, hein. Oui, donc moi je vais enchaîner donc sur la capacité de décision, évidemment. Et je pense que les moins bons juges, c'est ceux qui n'arrivent pas à décider. Malheureusement, il y en a. Et donc des justiciables qui attendent pendant des mois, des années leur décision, parce qu'il y a un juge qui ne sait pas décider. Mais il ne faut pas juste savoir décider, il faut, avant de savoir décider, il faut savoir douter. Et François en a un petit peu parlé, mais donc je crois que c'est absolument, et en fait Madame Levesque aussi, un petit peu disant, si maintenant vous prononcez des peines de prison sans réfléchir, vous ne faites pas non plus un bon boulot. Donc la première étape, c'est douter. Et douter, ça veut dire se mettre à la place des justiciables, c'est de comprendre ce qu'ils disent, interroger ses propres biais cognitifs, sa propre subjectivité. On a tous des préférences, on a tous un inconscient, et on n'en est pas tous conscients, malheureusement. Mais donc on peut être pris par un avocat qui plaide bien, quelqu'un qui a l'air sympathique, une cause qui nous est sympathique. Et donc il faut pouvoir douter. Et c'est pour ça qu'on a un délai qui est fixé. On a un mois pour rendre une décision, parce qu'il faut prendre le temps de douter. Il ne faut pas décider tout de suite. Mais par contre, après, il faut décider. Donc il faut douter puis décider. Je pense que c'est cette combinaison de qualités qui me paraissent essentielles pour un bon magistrat. Ça, je pense de tout temps. Juste pour ne pas monopoliser la parole, mais je pense une qualité qui est peut-être plus récente qu'on attend maintenant des magistrats. Elle est maintenant consacrée dans la loi, c'est que le juge doit pouvoir concilier. Avant, on ne lui demandait pas de le faire. Maintenant, il doit le faire. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup ont peur de ça parce qu'en fait, concilier, ce n'est pas la même chose que d'entendre des avocats plaider. On rentre chez soi, on prend son dossier et on doute, puis on décide. Et puis après, on passe au suivant. Concilier, c'est mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'il faut entendre les parties discuter. Je le sais parce qu'en fait, je suis aussi dans la chambre de conciliation à la Cour d'appel de Bruxelles. C'est un autre métier.
Mais maintenant, c'est aussi quelque chose qu'on est censé faire. Et donc là, évidemment, il faut de l'empathie, mais il faut aussi un petit peu de sensibilité à la psychologie, un peu d'ouverture à ce que c'est une négociation, une discussion. Et donc ça, c'est une qualité peut-être un peu... Quand je dis nouvelle, je vous ai dit qu'avant, les juges du procès archaïque étaient des conciliateurs, mais en tout cas, nouvelle par rapport à la manière dont on conçoit la fonction de juger depuis le 19e siècle. 2 mots, parce qu'il y aura d'autres questions et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ajoute simplement 2 choses. L'empathie, oui, mais une double empathie, puisque le juge doit écouter l'un et puis l'autre. Et donc, l'exercice est redoublé en quelque sorte. Et c'est vrai que Jérémy a attiré l'attention dans des articles sur l'émotion du juge. Eh bien, l'émotion du juge, elle est particulièrement éduquée, puisque... à la fois comme tout être humain, l'homme ou la femme qui juge a des émotions primaires, puis comme tout être civilisé, il doit un peu les maîtriser, s'en méfier. Et puis pour le juge, l'exercice est redoublé, puisque effectivement, il doit écouter l'un et puis l'autre. Et alors, mon 2e mot, c'est il y a aussi l'institution de la justice globale. Et donc il y a les qualités des juges individuels, mais même s'ils sont un peu imparfaits, mais ce qu'il y a de bien dans l'institution de la justice, c'est que par son organisation même, elle institue le doute, puisqu'il y a toujours des possibilités de recours. Alors, je ne suis pas pour multiplier les recours et les procédures. J'ai parlé tout à l'heure, en terminant, d'abus de procédure. Mais quand même, c'est quand même par rapport parfois à d'autres secteurs de la pensée ou de l'action. La justice est un secteur où on donne sa chance au doute, au-delà même de la personne qui doute, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui, par-dessus ses épaules, pourrait reprendre le dossier. Voilà. Juste en une phrase, on parlait des émotions et de la capacité de décision. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les neurosciences nous ont appris que les personnes qui ont souffert de troubles cognitifs et qui ne sont plus capables de ressentir des émotions sont incapables de décider. Je livre ça à votre réflexion. La parole est à la défense. Non, mais vous avez raison, mais je pense que c'est ce que je disais dans mon petit mot d'introduction, c'est vraiment un dialogue permanent, parce qu'il faut comprendre ce qui pose problème pour les magistrats, ce qui pose problème pour les avocats. Par exemple, ce qui pose problème pour les avocats, quand ils plaident ou quand ils rédigent des conclusions, ils ne savent pas qui est leur juge. Donc ils n'ont aucune idée de sa connaissance et de ses compétences. Alors, ce n'est pas une solution de faire passer un test ou d'avoir des fiches d'identification sur les juges, mais c'est une difficulté auquel on est confronté. Parce que nous, notre difficulté, c'est que vis-à-vis de notre client, on doit pouvoir dire qu'on a fait tout ce qu'on devait faire. Et comme il y a ces questions, ces incertitudes sur le niveau de connaissance, le niveau de compétence du juge, eh bien, on préfère on ne prend aucun risque. Hein. Donc ça, c'est aussi un peu inscrit dans notre ADN. Voilà, je pense que ce sont toutes des difficultés qui existent, mais qu'on peut surmonter, parce que je pense qu'on doit les surmonter. Et je vous rejoins sur l'essentiel. Je pense qu'il y a effectivement, nous sommes en discussion avec certaines juridictions, les juridictions d'entreprise bruxelloises, pour réfléchir à une façon de mieux rédiger les conclusions. On demandera des contreparties, hein. On n'est pas avocat pour rien, mais j'en suis conscient, et personnellement, et je le dis avec conviction, je pense qu'on a tout intérêt comme avocat à aller davantage à l'essentiel. Dans chaque dossier, il y a une, deux, trois grandes questions, et on a parfois tendance effectivement à vouloir invoquer des moyens dont on est relativement convaincu qu'ils ne seront pas retenus, mais sait-on jamais. Sait-on jamais qu'on tombe sur un juge qui le retient. Et donc c'est vrai qu'on doit évoluer également à cet égard, mais à titre personnel, moi je suis partisan de conclusions qui soient effectivement bien plus concises et concentrées sur l'essentiel. Je répète toujours que l'art naît de la contrainte informelle, mais il me reste à vous remercier. C'était passionnant, je pense qu'on aura pu encore débattre pendant de longues heures. Merci.